Ils viennent du monde entier étudier l'exemple havrais, modèle singulier de l'architecture d'après-guerre, une marque indélébile, classique et révolutionnaire, signée par le maître Auguste Perret à la fin du deuxième conflit mondial. C'est-à-dire qu'il restait en fait que quelques immeubles debout au milieu d'une ville complètement en ruine. Et on aurait pu tout à fait, et je pense que personne ne lui en aurait fait grief, Perret aurait pu décider à ce moment-là de finir les démolitions pour ensuite reconstruire en ayant fait définitivement table rase. Or, il a choisi de recaler les axes d'entrée de ville, et notamment ce boulevard, de façon à respecter l'ensemble des bâtiments qui étaient préservés, le palais de justice à droite, l'immeuble d'angle avec les beaux windows. Et il y a eu un vrai souci de sa part d'essayer de préserver le peu qu'il était possible de préserver. La forme d'une ville, comme celle d'un visage, est vivante. La cité naît, grandit, se métamorphose au gré des siècles. Les accidents de l'histoire peuvent provoquer la mort. Le passé surgit face à une identité récente. Parmi les morts, il n'y avait pas que les êtres humains. Il y avait hélas la ville elle-même, celle que nous connaissions depuis notre enfance. Tout ce qui formait le centre, tout ce qui était l'âme de la cité. Tout ce qui avait abrité le passé de 4 siècles d'histoire était transformé en un champ de ruines. La ville était morte. Elle n'était pas seulement mutilée avec des immeubles détruits dans toutes ses rues, mais gardant au moins le tracé de ses voies, quelques maisons encore habitées et un assez grand nombre de constructions debout pour qu'on puisse se souvenir du passé et espérer une prompte résurrection. Il n'y avait même plus un pan de mur debout permettant de situer la maison, la cave où gisait le corps d'un ami pris dans la tourmente. Elle était muette, au point qu'un silence aussi complet que celui du désert y régnait, les animaux ayant été frappés comme les hommes. Ce bombardement est complètement inutile. Très peu d'Allemands ont été tués. Les défenses allemandes n'ont pratiquement pas été touchées. Il est tombé sur la ville peut-être 30 000 ou 40 000 bombes incendiaires et 2000 tonnes de bombes, n'est-ce pas? Et bon, c'était une population à laquelle le commandant allemand avait donné l'autorisation de fuir, de partir. Et il avait dit qu'on me donne 3 jours pendant lesquels les Anglais n'attaqueront pas, c'était les Anglais qui étaient en face, et puis la population pourra partir. Et la population serait partie sans doute, mais les Anglais ont refusé le départ de la population civile, qui est donc restée là, sous les bombes, dans la nuit du 5 septembre, une chose absolument atroce, abominable, avec des milliers et des milliers de bombes, et le nombre des morts ne sera jamais connu exactement, comment voulez-vous. On a retrouvé des morts 15 ans, 20 ans après, en faisant des fondations, en reconstruisant, une reconstruction qui a duré elle aussi très très longtemps. Première étape de cette reconstruction, le port, qui comme le centre de la ville, n'était plus qu'un champ de ruines. La remise en l'état d'un outil portuaire sera effectuée par l'armée américaine qui avait besoin d'une base pour le ravitaillement. Les Havrais, par milliers, se sont mis au travail. En l'espace de quelques semaines après la libération du Havre, les premiers navires arrivaient. Et puis les plans de construction du port du Havre, c'était aussi sa modernisation. Ces plans avaient été élaborés pendant la guerre par des équipes qui pensaient bien qu'un jour ou l'autre, le port du Havre, une fois la liberté retrouvée, serait appelé à jouer un grand rôle dans l'économie française. Donc tous les plans avaient été préparés. Leur construction a été achevée au bout de 10 ou 15 années. Dans les années 1960, on a pensé à l'extension du port du Havre, donc à lui donner un nouveau cadre. Par conséquent, moi, je dirais que l'endroit où nous sommes, qui était peut-être le dernier quai qui a été reconstruit au port du Havre, a dû être mis en service vers entre 1955 et 1960. De gros moyens sont mis à disposition au titre du plan Marshall. Tronçon par tronçon, les quais furent reconstruits. En ville ou sur ce qu'il en reste, il faut déblayer, affronter l'ère d'une existence nouvelle. 35 000 personnes sont totalement sinistrées, 65 000 partiellement. L'urgence, c'est de reloger. Baraquement, logement de fortune, du provisoire, comme la cité du Stade, avec 19 baraquements et 66 logements pour 230 personnes.
Les Havrais qui au début pensent pouvoir prendre en main leur reconstruction, ils ont un urbaniste en chef et un architecte local qui leur a présenté son plan pour le centre détruit, se voient en mars 1945 imposer la nomination d'un Parisien de grand renom, Auguste Perret. Ses élèves, dès 1944, avaient œuvré pour obtenir auprès du ministère une ville à reconstruire. Les disciples se réunissent autour de leur vieux maître, Perret a 71 ans. Cette ville, ce sera Le Havre. Auguste Perret a été nommé par Raoul Dautry, qui était ministre de la Reconstruction, qui est venu au Havre en mars 1945, visiter les ruines, les premiers baraquements qui logeaient provisoirement les sinistrés, et qui avait déjà l'idée de nommer Auguste Perret, mais qui ne l'a pas dit. Les Havrais l'ont appris très tard, alors que Perret et ses adjoints avaient déjà commencé à travailler. De façon anodine, sans tapage, Auguste Perret présente le 26 septembre 1945 les premiers projets de son équipe pour le centre-ville. Il propose une idée révolutionnaire, la surélévation de la ville à 3,50 m du sol, pensant que là était la solution pour résoudre les problèmes de la cité moderne. Canalisation à l'air libre, circulation au niveau inférieur, le projet novateur jugé trop coûteux est repoussé. Perret fait surtout figure de révolutionnaire. Timidement, un adjoint demande à Perret si on va retrouver la note Renaissance et le caractère ancien de la place de l'Hôtel de Ville, de l'Hôtel de Ville, de la rue de Paris. Et Perret répond qu'il n'est pas question de faire de l'opéra comique. L'adjoint se risque à dire « mais nous n'aurons pas une juxtaposition de cubes ». Et alors là, Perret, il faut imaginer, Perret, enfin moi j'essaie de l'imaginer, je crois que je peux, répondant qu'il n'a jamais joué au cube et que tous ses collaborateurs peuvent en témoigner. Et toute la séance se poursuit comme ça, dans un climat complètement surréaliste. Les quartiers les plus anciens ont été détruits. Saint-François, le berceau du Havre, Notre-Dame, François Ier sont à reconstruire. Certains voudraient y retrouver la couleur d'antan. Pour la ville, l'histoire recommence. Une nouvelle page va s'écrire. L'auteur, c'est Perret. Révolutionnaire et classique, l'atelier de reconstruction du Havre, c'est une œuvre en commun. Mais lui marque son empreinte, il est le chef et montre le chemin. Les grands systèmes de construction ne sont pas nombreux. Il y a d'abord celui de la plate-bande. C'est le système de la poutre posée sur deux appuis qui a donné naissance à toute l'architecture antique. Et puis, il y a le système de la voûte. C'est celui qui a donné naissance à toutes nos cathédrales. Aujourd'hui, nous construisons en acier et en béton de ciment armé. C'est la connaissance approfondie des conditions tant permanentes que passagères et des systèmes de construction qui nourrit l'imagination de l'architecte, comme la connaissance de la langue, l'exigence du vers inspire le poète. L'architecte est un poète. Ces grands principes de construction, Perret les appliquera au Havre. L'épaisseur d'un immeuble est fixée de 12 à 13 mètres. À cette profondeur obéit la trame constante de 6,24 m. Quant au principe de l'angle droit, il est plus économique. Sur cette philosophie, des hommes vont travailler. Qu'ils soient du sérail, de l'atelier, fidèles du maître, ou qu'ils se joignent à eux, ils vont vers un même but. La recherche personnelle de chacun est confrontée à celle des autres. C'est un travail d'équipe. J'étais peut-être un architecte assez ouvert aux autres et pas contre ceux qui étaient parachutés, comme on le disait de Paris. Mais là, ça s'imposait tellement. Puis le travail existait. Et puis il fallait s'équiper pour pouvoir absorber. Là, le travail était presque trop important. C'est pour ça que bien les agences, enfin, comme je pense qu'on a fait un petit peu ça, on s'est associé à 3 au départ. Puis on a fabriqué un outil qui permettait d'assurer l'absorption de 2-3 îlots qui sont des études considérables. L'esthétique, l'urbanisme pur répondent aux exigences humaines et sociales. Aux logements détruits, seules les constructions provisoires répondaient aux besoins des sinistrés. Près de 10 000 familles attendaient un toit pour l'hiver, et cela sans compter les ouvriers venus travailler à la reconstruction. Il fallait aller vite. C'est ce qui a été le défi, n'est-ce pas, qui consistait à reloger très vite les sinistrés, plus tous les gens qui revenaient au Havre. Donc il fallait à la fois faire de la reconstruction
du nouveau en matière de logement social, et également alors ce qui a été la trouvaille de Pierre Courant, à mon avis, c'est-à-dire le plan courant de la maison individuelle ou l'appartement individuel en propriété. Au Havre, M. Pierre Courant, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme et maire du Havre, a remis les clés des 3 premières maisons qui portent son nom, terminées avec 1 mois d'avance. Prototype de l'habitation simple et solide du français, la maison Courant peut être construite en 2 mois pour 1 350 000 francs. C'est ainsi que 50 nouvelles maisons seront remises à leurs propriétaires. Je ne crois pas qu'il ait été possible de construire la ville du Havre sans avoir un poste de ministre, parce que, évidemment, comme chacun sait, tous les crédits viennent de Paris, et si vous n'êtes pas connu, on pense moins à vous. La loi de 1946 sur la réparation des dommages de guerre ne donnait aux municipalités qu'un rôle modeste dans le domaine de la reconstruction. Pierre Courant, en devenant ministre du Budget, puis du MRU, l'avait compris. Si pour certains, les travaux semblent ne pas finir, l'État souhaite néanmoins montrer son engagement. Les Isaïes, immeubles sans affectation individuelle, du pur Perret, voient le jour dès 1947, place de l'Hôtel de Ville. En tout, 346 logements. Les premiers Isaïes, les immeubles sans affectation individuelle, le premier était déjà habité en 52. Bon, moi je trouve que, étant donné l'état de pénurie de la France à l'époque, étant donné qu'il fallait tout reconstruire, les ports, les voies de chemin de fer, les ponts, moi je trouve qu'il y avait à cette époque-là, et j'en suis resté très frappé, un dynamisme, une puissance industrielle, une volonté de travailler, alors que bon, les ressources étaient encore maigres à l'époque. Cette partie de la ville, le centre-ville, était composée de maisons particulières dont le sol appartenait à des propriétaires. Or, la coopérative François Ier a réussi ce que je considère comme un tour de force psychologique, c'est de faire admettre à tous ces propriétaires qui ne sont plus propriétaires du sol, sont propriétaires d'un certain nombre de millièmes. Bon, ça n'est plus psychologiquement, ça n'a plus du tout le même impact. Et je trouve, je pense que c'est un tour de force que d'avoir réussi à convaincre tous ces gens, simplement par la conviction, par la détermination et la volonté de leur faire admettre qu'ils abandonnaient une partie essentielle de leur patrimoine. Le représentant de Perret au Havre, c'est Jacques Tournant. Élève du maître, sa grande idée, c'est le remembrement. Il s'agissait de répartir les densités d'habitation. Densités excessives dans les plus vieux quartiers de la ville. Grâce à cet équilibre de densité comme de volume, le Havre sera à la taille d'une grande porte ouverte vers le monde. Il fallait diminuer cette population qui était arrivée à une chose innommable, que les Havrais qui ne l'ont pas connu disent c'était pittoresque. Oui, c'était pittoresque, mais pour y habiter, on pensait que pour un immeuble, il y avait quelquefois un WC dans la cour et puis un poste d'eau par escalier. Le jeu des volumes avec la lumière donne un ensoleillement optimal, élément important pour un habitat salubre et plaisant. Le découpage aéré, même dans le quartier Saint-François, où la brique et l'ardoise remplacent le béton, permet de rationaliser l'utilisation de l'espace. J'ai persuadé les associations syndicales de donner les terrains disponibles, enfin la capacité de terrain disponible aux organismes d'HLM, pour que la ville ne soit pas uniquement bourgeoise, comme elle est quand même en partie, et qu'on y ajoute du social. Donc, si vous voulez, mon système a permis de panacher et non pas de se ségrégationner. Architecte du remembrement, Jacques Tournant est aussi, avec Perret, l'auteur d'un des édifices monumentaux de la reconstruction, l'Hôtel de Ville, et surtout de sa tour. Un bâtiment qui connut 17 versions à l'état de projet. Jacques Tournant a dû batailler pour faire aboutir son idée. Ça n'a l'air de rien,
quand on le voit comme ça, j'aime mieux vous dire que quand on travaille pour trouver une fin à une tour bureau comme ça, parce que si vous regardez, mettons à Paris, les différentes tours qu'on a construites, mais on pourrait rajouter des étages au-dessus ou en couper. Ça n'est pas terminé. Moi, je voulais une tour terminée. Et là, on ne peut pas en rajouter, on ne peut pas en enlever. Au signal temporel de la cité correspond sa réplique spirituelle de 106 mètres de haut, l'église Saint-Joseph, dernière œuvre d'Auguste Perret, qu'il ne put d'ailleurs terminer. Et c'est curieux parce que Perret, qui était un incroyant, moi qui étais un mauvais chrétien, le curé qui était un curé un peu progressiste, on a eu la même conception des choses, c'est-à-dire que la pensée vers Dieu montait dans la verticale du clocher et que, inversement, la parole divine descendait jusqu'à l'autel qui était placé juste en dessous. La connivence entre Auguste Perret et l'abbé Marie, curé de la paroisse, était telle que le maître finit par se convertir. Il a été baptisé par l'abbé Marie sur son lit de mort, très peu de temps avec. Et j'irai même plus loin, c'est pas de l'eau baptismale qu'il a eue, c'est de l'eau minérale qu'il se trouvait dans une bouteille. Le père Marie a pris ce qu'il y avait là sous la main pour le baptiser, puisque c'est de l'eau, c'est de l'eau. Choc visuel pour celui qui arrive pour la première fois, Le Havre ne se livre pas d'emblée. Très lisible sur le plan architectural, les habitants nourrissent des sentiments ambivalents. Les Havrais sont fiers de cette reconstruction qui est la leur, malgré tout. Qu'ils ont portée, c'est cette ville qu'ils ont reconstruite, c'est eux qui l'ont fait. Et qui nourrissent effectivement des sentiments complexes, ambivalents. C'est une ville qu'ils adorent et qu'ils détestent à la fois. On peut vous dire, je ne pourrais pas me passer du Havre et je déteste cette ville. « 50 ans, l'histoire est courte. Regrets, perplexité, enthousiasme, les sentiments se mêlent. Rue de Paris ou sur le bassin du commerce, le Havre d'hier se superpose au Havre d'aujourd'hui. Tous ces nouveaux immeubles qui ne ressemblent pas du tout aux anciens. Je préférais les anciens, moi. C'est un peu désert le soir, c'est peut-être dû justement à l'architecture. Il n'y a pas de chaleur, convivialité, pas trop. Je n'aime pas. Je n'aime pas. J'ai pas de raison précise, je n'aime pas le Havre. On ne trouve jamais rien. J'ai l'impression de chercher un mouton à 5 pattes. C'est une ville qui est froide, ça a été mal reconstruit, mais bon, moi je trouve que je suis habituée et je m'y plais. Les avenues sont larges, il n'y a peut-être pas une densité de population au kilomètre carré très dense, donc ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, mais je trouve que quand on revient au Havre de temps en temps, c'est une ville qui a beaucoup d'agréments. On y a vécu comme ailleurs, hein, avec des bons et des mauvais moments. J'aime beaucoup venir au Havre. Moi, je viens régulièrement, je viens pour toutes les vacances. Une génération après la fin des travaux, la forme de la ville est ancrée dans une mémoire collective, un inconscient dépassé par une réalité nouvelle. Loin du cliché erroné qui voulut prêter au Havre une parenté avec l'architecture stalinienne, la ville existe dans sa différence et une manière presque charnelle de la faire partager. Dans une ville, il y a toujours un passé. Et apparemment, pour les gens qui arrivent au Havre, ils ne voient rien du passé. On est obligé de tout leur expliquer. Et nous qui avons vécu, on peut dire qu'on a vécu notre ville, elle s'est construite avec nous. Enfin bon, moi disons que j'avais 10 ans. Et ça y est, maintenant, c'est ma ville. Mais il faut l'expliquer, sa ville, parce qu'effectivement, il n'y a rien du passé, ou si peu. À certaines périodes de la vie, c'est important. Ça peut être bien de se trouver dans un endroit qui est neuf, en fait. Où on a l'impression qu'effectivement, on peut participer à quelque chose de nouveau. L'histoire du Havre, on n'en parlait pas, quoi. J'entends chez les jeunes de mon âge, quoi. Les plus âgés, oui, mais nous, on n'en parlait pas du tout. Et je crois que, oui, je pense qu'émigrer, ça nous a peut-être un peu alignés, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de marque... Bah oui, pas de marque... matériel.
L'architecture du centre-ville, si récente soit-elle, entre dans l'histoire, elle se protège, se respecte. Depuis 2 ans, la zone de protection du patrimoine architectural urbain fait perdurer la mémoire d'Auguste Perret. L'équilibre et l'harmonie ne permettent pas de faire n'importe quoi. Vous avez ici un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez là ce qui était avant un commerce, c'est-à-dire une charcuterie. Traditionnellement, les charcuteries en Normandie, c'est un toit d'ardoise. Puis ensuite, c'est devenu une habitation. Les gens qui ont pris cette habitation ont mis un mur avec un vilain enduit, une fenêtre qu'ils ont achetée dans un catalogue. Si chacun fait ainsi, on va aboutir à une cacophonie totale dans les rues du Havre. C'est pour ça qu'il y a une réglementation, et le but de la réglementation, c'est d'éviter que chacun agisse en franc-tireur. Tout ce qui se fait est vu à la fois par les urbanistes de la ville du Havre et par l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est un but d'harmonie et non pas une contrainte supplémentaire. Le respect et la protection du patrimoine n'impliquent pas le gel de toute imagination. 30 ans après la fin des travaux, on arrive à un tournant. Le visage du Havre peut trouver d'autres expressions. C'est une ville qui n'a pas encore eu le temps de se reconstruire en additionnant le temps, les époques. Et donc c'est comme une ville neuve. Et c'est une ville neuve qui a des qualités immenses, dont on peut penser aujourd'hui que l'histoire va lui faire la grâce de pouvoir commencer maintenant à empiler des choses. Dès 1961, la construction du musée des Beaux-Arts offre un nouveau regard sur le paysage havrais. Cet édifice s'avance sur le front de mer. Le verre, l'acier et l'aluminium habillent ce grand vaisseau peuplé d'ombre et de lumière. Vous remarquerez que ce musée, qui a beau avoir été construit par quelqu'un qui était très proche de Perret, puisque Guy Lagneau était le fondateur du 3e atelier Perret, le 3e atelier à l'école des Beaux-Arts, Lagneau ne voulait pas faire l'architecture de Perret au Havre, il a fait une architecture métallique qui trouve parfaitement sa place. Bon, bien sûr, elle appartient plus à la mer, au front de mer ouest et sud, mais elle trouve parfaitement sa place. La recherche et l'application de formes nouvelles est possible au Havre. La solennité de l'œuvre d'Auguste Perret est bouleversée en 1982. La maison de la culture appelée Espace Niemeyer surgit à 2 pas de la place de l'Hôtel de Ville. Révolution, provocation, l'événement signifie que le Havre est une ville ouverte. Ça peut paraître très très bizarre, je veux dire que une architecture aussi différente de celle de Perret, une architecture qu'il a combattue comme un élément, je dirais presque d'ornement, et puis être accueilli par le tissu urbain du Havre d'une manière aussi parfaite, parce qu'on peut évidemment critiquer le projet de Niemeyer. C'est un projet qui aurait parfaitement pu trouver sa place dans une ville nouvelle, on peut le critiquer. Mais sur le plan d'intégration urbaine, avec son évocation d'une cheminée fantastique de paquebot, c'est un projet qui a parfaitement sa place. Bâti sur une sorte de triangle monumental partant de la place de l'Hôtel de Ville, suivant la rue de Paris pour aboutir au front de mer sud et une remontée par le boulevard François Ier vers la porte Océane, reliée à l'Hôtel de Ville par l'avenue Foch, la promenade havraise, l'imprégnation dans l'univers urbain, oppose encore aujourd'hui les spécialistes. Elle est assez ennuyeuse parce qu'elle est monotone, mais c'est le fait pratiquement de toutes les villes qui ont été reconstruites de toutes pièces. Parce qu'il y a un plan rigoureux, parce que la ville n'a pas eu une organicité qui est née de la volonté des habitants et des différents promoteurs. Là, il y a un seul promoteur, qui est la ville du Havre, et il y a un seul architecte en chef. Que les avis diffèrent prouve que le Havre existe. Sa construction lisible lui donne une légitimité et une valeur d'exemple. Le Havre a été, sur le plan des procédures et des techniques, le banc d'essai de l'architecture des années 50-60, des grands ensembles. On a souvent dit que Perret avait bâti une ville sur l'utopie de la ville cohérente du XVIIIe siècle. Il est vrai que cette idée de ville idéale est présente au Havre, mais toutes les procédures qui ont été appliquées sont beaucoup plus tournées vers le futur de l'architecture et de la ville, avec tous ses aspects négatifs également, que vers le passé. Dans toutes ces choses, ces regards, ces analyses, ces souvenirs, le Havre incarne la modernité de facture classique. Il n'est d'ailleurs pas utile d'opposer ces 2 écoles. Le Havre ville ouverte continuera demain d'écrire son histoire avec ses habitants. Il y a une potentialité qui devra faire partie d'une réflexion et des ambitions pour je dirais peut-être même rédensifier s'il faut, mais faire que la ville moderne
puisse s'appuyer sur la ville d'Épernay.